Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'évolution des brevets de rameurs. Donc, comme d'habitude, vous pouvez réagir sur le chat pour poser vos questions ou simplement réagir aux propos qui seront donnés sur ce webinaire. Alors, aujourd'hui, nous évoquons effectivement l'évolution des brevets de rameurs. Les brevets de rameurs, c'est un dispositif qui existe depuis le milieu des années 90 et qui sert en fait à jalonner la progression des rameurs, mais pour différentes raisons, en fait, ces brevets devaient évoluer. Et c'est avec Christophe Piala que nous allons voir aujourd'hui justement les différentes évolutions. Donc, Christophe, bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour, donc du coup, merci Didier. Ouais, oui. Et voilà, c'est C'est tout pas bon. grave. Du coup, oui, je suis conseiller technique national en charge des formations, de la coordination des formations à la Fédération française d'aviron, ce qui implique les formations fédérales et les formations professionnelles. Et la thématique des brevets de rameurs, elle se retrouve au carrefour en fait des formations pratiquants, des pratiquants, des licenciés, des rameurs et des rameuses, et puis au carrefour aussi des formations fédérales et professionnelles. Donc c'est vraiment une thématique un petit peu carrefour. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, la première question que l'on pourrait se poser, en fait, par rapport à l'évolution de ces brevets de rameurs, c'est pourquoi doit-on faire évoluer ce dispositif? L'évolution, elle était nécessaire parce que les brevets de rameurs ont été essentiellement conçus, comme tu le rappelais Didier, dans les années 90, avec, avec les pratiques qui existaient à ce moment-là, c'est-à-dire essentiellement la pratique en eau intérieure, l'aviron, j'allais presque dire traditionnel, l'aviron olympique et un tout petit peu l'aviron de mer. Aujourd'hui, 2021, on a l'aviron indoor qui a explosé, on a la pratique en banc fixe qui se développe, dans beaucoup de régions en France. L'aviron de mer qui prend ses lettres de noblesse, qui existe de plus en plus au plan international et qui se développe, sur le territoire, et bien sûr toujours l'aviron olympique. Du coup, il fallait qu'on diversifie, hein, qu'on décline finalement les brevets existants. Vous avez tous connu le brevet d'aviron de bronze, d'argent et d'or. Et il fallait qu'on puisse, proposer des contenus de formation, hein, des brevets finalement à tous les pratiquants. Et quand je dis à tous les pratiquants, ça veut dire aussi les pratiquants valides et les pratiquants en situation de handicap. Donc ça, c'est aussi des évolutions qu'on a souhaitées. Et d'autre part, ça c'est un premier point, et d'autre part, il y a, dans chaque pratique un petit peu des spécificités, notamment, je pense à l'aviron de mer là, par exemple, où la logique d'apprentissage et de connaissance du milieu et de l'environnement est très importante. Et du coup, il y avait une logique de, valider des niveaux de navigation, et voilà, donc on a essayé de s'adapter au mieux à ces nouvelles pratiques et à la logique de ces activités. D'accord. Et donc, par rapport à ces différentes, enfin, ces différents types de pratiques, et par rapport aux rameurs également, qu'est-ce qui va changer en fait par rapport à l'ancienne mouture des brevets de rameurs? Ouais, je peux répondre en 2 mots, hein, en 3 en fait, rien et tout. Heu, Rien parce qu'on garde la logique des brevets, c'est-à-dire que, il y a toujours cette volonté quoi. L'objectif des brevets est inchangé, c'est toujours de mesurer de valider un niveau de pratique ou des niveaux de pratique. Et je vais dire tout parce que forcément, on a développé des nouveaux brevets. Donc on a des brevets, comme je vous l'ai dit, pour l'eau intérieure. Difficile de trouver un meilleur nom aujourd'hui, une meilleure dénomination puisque, aviron olympique, peut-être qu'un jour l'aviron de mer sera olympique. Donc, voilà, c'était compliqué de trouver une meilleure appellation. Donc l'eau intérieure a ses brevets. Finalement, c'est le milieu qui change le moins parce que c'était le milieu le plus servi, hein, le mieux servi, avec des brevets techniques, des brevets d'endurance, des brevets pour la couple, des brevets pour la pointe, des brevets pour la pratique non compétition et compétition. Donc là, on n'a pas changé grand-chose sur cette famille de brevets.
Mais après, du coup, on a décliné des brevets spécifiques pour la mer, pour l'indoor, pour le banc fixe et bien sûr pour les publics en situation de handicap. Donc on a finalement 5 environnements ou 5 familles de brevets. Alors on a été obligé finalement, pour que ça soit un petit peu mieux compréhensible, de changer les noms des brevets, parce qu'on ne peut pas avoir un brevet de bronze, partout. Il faut savoir que, par exemple, en aviron de mer, on a des brevets techniques, on en a 3, mais en aviron indoor, il y a moins de choses à voir et donc il n'y en avait que 2. Donc c'était compliqué d'expliquer, par exemple, que dans un milieu de pratique, on avait un aviron de bronze, un aviron d'argent et puis dans l'autre, on avait de l'or en plus. Donc on a essayé de simplifier et d'harmoniser. Donc on va avoir des brevets techniques, on va avoir des brevets, plutôt physiques, hein, liés à l'endurance. Et on va avoir des brevets spécifiques à un environnement de pratique. Donc, dans chaque milieu, que ce soit la mer, l'indoor, la rivière ou le banc fixe, on va avoir à chaque fois des brevets techniques, des brevets physiques et des brevets spécifiques. Autre petite nouveauté, on va avoir des brevets de barreur, pour le banc fixe, la mer et la rivière. Ça, c'est une petite nouveauté aussi. C'était quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps et du coup, voilà, on est en train de c'est fait, quoi. On va avoir des brevets de barreur et pour le moment, ils seront uniquement utilisés pour la formation. Donc voilà, ça fait pas mal de choses finalement, mises bout à bout qui changent, mais la philosophie même des brevets de rameur, elle, par contre, elle a été conservée. Alors, merci beaucoup pour ces précisions, Christophe. On commence à avoir des réactions sur le chat et notamment des questions concernant les éducateurs. Donc, je pense qu'on répondra à la question de l'aviron mésois dans quelques minutes. Si c'est pas le cas, de toute façon, on reprendra la question. Mais effectivement, après avoir vu l'évolution en raison de l'évolution du type de pratique, maintenant, il faudrait voir en fait ce que ça va apporter aux rameurs, ce que ça va apporter aux moniteurs, ce que ça va apporter au club. Donc, dans un premier temps, effectivement, qu'est-ce que ça va changer pour le rameur, Christophe? Alors, en fait, ouais, il y a, l'idée, c'est qu'effectivement, comprendre les brevets de barreur, pardon, de rameur, d'un multiple point de vue. Donc pour le pratiquant, les brevets de rameur sont des outils qui vont me permettre, de jalonner sa progression ou même de constituer un objectif. C'est-à-dire qu'un rameur débutant peut très bien, sur sa première saison, avoir pour objectif de valider un certain nombre de brevets, que ce soit en mer ou en rivière ou en indoor, ou même, plusieurs de ces brevets. On peut très bien imaginer un licencié d'un club qui pratique, l'aviron de mer, par exemple. Moi, je suis pas parti pris du tout, hein, mais l'aviron de mer, peut très bien passer des brevets. Un rameur débutant peut très bien passer ses 2 premiers niveaux techniques. Alors ça correspondrait à un ancien aviron d'argent en mer, par exemple. Peut passer des brevets d'endurance en mer, mais peut aussi, à côté de ça, passer des brevets, techniques en indoor et des brevets d'endurance en indoor. Au contraire, on ouvre des portes d'une formation un petit peu plus large qu'avant. Heu, Ça, c'est pas un souci. Donc il y a vraiment cette logique de proposer des objectifs, et de jalonner une saison sportive, par exemple, ou même, plusieurs saisons sportives. Ensuite, il y a la logique de valoriser, c'est-à-dire qu'un pratiquant, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il progresse dans une structure, il suit des entraînements, il se donne un petit peu, dans son activité. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse valoriser les personnes à travers des brevets techniques et puis des brevets physiques. C'est-à-dire que dans les brevets d'endurance nouvelle version, on a le 10 kilomètres, alors qui est super simple à avoir finalement puisque c'est la validation d'une sortie finalement pour la plupart des rameurs. Mais on a le semi-marathon et le marathon qui viennent de sortir et à partir du moment où vous avez une personne, qui commence à faire 20 kilomètres en bateau individuel sur une sortie ou sur oui, oui, sur une navigation, ça commence à être intéressant et je pense que c'est important de le valoriser. Alors les brevets d'endurance, hein, physique, semi-marathon et marathon peuvent être faits en bateau individuel et en bateau collectif dès que ça sera possible et puis peuvent être faits aussi en individuel ou en équipe sur la pratique indoor. Et puis le dernier point, utile pour le pratiquant, c'est que, les pratiquants,
ont besoin parfois de repères pour savoir comment dire, se positionner face à une épreuve, comme un raid, une randonnée, une compétition. Et l'idée, c'est de pouvoir renseigner en fait ces pratiquants par rapport à une difficulté. Donc, par exemple, je pense pour l'aviron de mer, un équipier référent, on peut lui suggérer d'avoir une formation, par exemple, un niveau 3 technique en mer, un brevet de navigation en mer et un brevet d'endurance en mer, qui est au moins une partie du bateau, de l'équipage, qui soit formée. Pour un randonneur, par exemple, avoir un niveau 2 technique, avoir un niveau d'endurance, individuel ou collectif, ça peut permettre effectivement de mieux appréhender une épreuve sportive ou un événement sportif. Donc il y a ces 3-4 raisons qui font que, les brevets de rameurs peuvent trouver leur utilité, auprès des pratiquants. Alors, on a pas mal de questions sur le chat, effectivement, ou de réactions. Alors, certaines, effectivement, on verra dans la suite de la présentation de Christophe. Une réaction, en fait, de René Ferrand qui nous dit c'est vrai que la dénomination argent, bronze, or était assez motivante. Est-ce qu'il y a une raison particulière en fait au fait d'avoir donné une dénomination en brevet numéro 1, brevet numéro 2, brevet numéro 3? Bah, oui, il y a la principale raison, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les, il y a deux familles en fait, l'indoor et la pratique handi, qui n'avaient pas 3 niveaux techniques et c'était compliqué de dire qu'il y avait une pratique qui n'avait pas de bronze ou pas d'or. Ça dépend quel côté de quel côté de la ligne on coupait et l'idée c'était, du coup d'harmoniser, mais c'est une remarque qu'on a eue à plein de niveaux différents. On n'a pas forcément trouvé de solution, comment dire? Satisfaisante et on est resté sur quelque chose de simple avec, 3 niveaux techniques quand ils existaient et après des niveaux physiques. Voilà, après il y avait aussi une volonté peut-être bon après c'est là je réfléchis en immédiat, mais il y avait aussi peut-être une volonté, de marquer la différence et qu'on sorte d'un système, puisque les brevets en intérieur ont quand même évolué d'une version à l'autre, qu'après il y ait pas de confusion entre les brevets ancienne version et les brevets de nouvelle version. Il y a ces 2 raisons à mon avis qui jouent dans le changement d'appellation. Voilà. D'accord. Alors, tant qu'on est dans les questions-réponses, je prends la question de Juliette, en fait, qui nous demande, en fait, est-ce que les nouveaux brevets vont faciliter le fait de pratiquer dans un autre club quand on se déplace, qu'on part en vacances? Est-ce que ça va faciliter le prêt de bateau ou le fait de ramer dans un autre club de manière ponctuelle? Ça doit ça devrait le pouvoir normalement. Après, il y a pas de garantie. Mais effectivement, les brevets de rameur, ils ont été, pensés pour pouvoir effectivement avoir une sorte de cartographie du niveau de la personne, une sorte de carte d'identité de rameur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un niveau technique qui va souvent de 1 à 3, un niveau d'endurance qui va, de 1 à 3 aussi, c'est-à-dire 10 km, 21 km et 42 km, que ce soit en individuel ou en collectif. Et ensuite, il y a, par exemple, parce que je crois que c'est Bordemer, Juliette Bordemer, par rapport à la mer, effectivement, après, il y a une expertise qui est liée à la navigation. On a un brevet de navigation 3 et un brevet de navigation 5 Beaufort. Un Beaufort, c'est une échelle de mesure du vent. Donc, effectivement, une personne qui débarque dans un club avec un niveau technique niveau 2, qui a un brevet de navigation 5 Beaufort et qui a un brevet d'endurance où il y a eu une attestation qu'il a bien fait 21 km en bateau individuel, par exemple, c'est quand même plus facile de lui prêter un bateau ou de lui confier ou de le laisser naviguer en autonomie plutôt qu'une personne qui n'aurait rien à proposer. Ceci dit, moi, ce discours, je l'ai souvent dans les formations fédérales. Lors d'une première rencontre entre un pratiquant et d'un autre club et un moniteur, ça va quand même assez vite pour évaluer le niveau d'une personne, ne serait-ce que sur les questions qui sont posées ou la manière de manipuler les avirons, demander où est le cahier de sortie, par exemple. Donc il y a des signes comment dire, qui trompent pas non plus. Donc je pense que c'est un bon outil pour indicatif en fait, un bon outil de mesure.
il y aura forcément des méfiances et des réticences de la part de certains présidents de club et il y aura peut-être des questions en plus ou il y aura des habitudes qu'il faudra faire évoluer. Mais en tout cas, c'est un des objectifs de ces brevets de rameur, c'est de pouvoir, coller à un rameur une sorte de carte d'identité de niveau de pratique. Parfait, parfait. Juste une question maintenant. Enfin, la question, on a vu tout ce qui tout ce que ça pouvait apporter aux rameurs, hein, le déploiement de tous les brevets. Et si on se place du côté du moniteur, justement, qui va initier, perfectionner, entraîner les rameurs, selon toi, quel est l'avantage de ce nouveau dispositif? Alors, au niveau des encadrants, l'idée, c'est effectivement de pouvoir proposer, comment on appelle ça? Un programme finalement. C'est-à-dire que, c'est plus facile à mon avis pour un coach d'être en capacité, de proposer un programme dans lequel on va donner des objectifs, aux pratiquants. Alors je pense surtout aux pratiquants peut-être, débutants dans un premier temps, mais dire, sur la milieu de première année ou premier trimestre, vous allez passer votre brevet technique niveau 1 sur telle ou telle activité et puis ensuite on va passer sur un brevet d'endurance. L'idée comme ça permet aussi de donner des repères et de mesurer la progression des pratiquants. Ça permet de proposer des activités adaptées, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pratiquants qui ont des pratiques différentes dans les clubs. Ça permet aussi, du coup, ça permet de faciliter l'encadrement. Dans de nombreux clubs maintenant, on a des pratiquants qui ne font que de l'indoor, des pratiquants qui ne font que du bateau, puis on a des pratiquants qui font un peu de tout et le fait d'avoir les brevets ou de valider les brevets pour tel ou tel pratiquant, ça permet aussi de mieux gérer les groupes, de rameurs, quelle que soit leur pratique et du coup de leur proposer, des activités comme des randonnées qui vont être adaptées à leur niveau ou à leurs attentes. Et hem et le dernier point, à mon avis, c'est la valorisation. C'est-à-dire qu'il faut jamais se priver quand on est moniteur d'être dans la bienveillance, d'être dans les encouragements et le brevet de rameur, c'est vraiment un outil qui sert à ça. C'est-à-dire que, moi, pour avoir fait du judo, par exemple, j'étais super content à un moment donné d'avoir ma ceinture bleue ou ma ceinture verte et c'est un peu cette même logique. Alors ça marche mieux chez les jeunes que chez les adultes, quoique, suivant la manière dont c'est fait, ça peut être, très valorisant pour le pratiquant de passer un cap. Je pense que lorsqu'on on est pratiquant, avoir fait son marathon, son 42 kilomètres, sur rameur indoor, par exemple, de valider le diplôme et puis en plus, on peut valider une épreuve des 7 défis capitaux au passage, c'est pas rien, donc ça vaut le coup de le marquer et les brevets, ils servent à ça aussi. Ok, super. Alors effectivement, je remonte les questions qui arrivent au fur et à mesure. Et il y a la question qui concerne l'équivalence en fait entre les brevets que l'on a connus jusqu'à maintenant, or, bronze et argent, avec les niveaux 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un niveau d'équivalence prévu entre ces différents brevets? Ouais, j'aimerais bien dire, j'aurais pu m'amuser à dire qu'on effaçait tout et on recommençait, mais bon, ça aurait fait un tollé général. Alors ce que vous aviez, vous l'avez perdu, c'est pas grave. Non, non, du coup, vu qu'on avait que les niveaux bronze, argent et or en rivière avant, bon je raccourcis un petit peu, le remplacement ou l'équivalence va se faire de fait, hein. Ceux qui avaient le niveau bronze se retrouvent avec le niveau technique, niveau 1 en eau intérieure. Ceux qui avaient le niveau aviron d'or, se retrouvent avec, le niveau technique, niveau 3 en eau intérieure. Le brevet d'aviron d'or en pointe, devient un brevet pointe, donc il est maintenu. C'est-à-dire qu'en rivière, il y aura aucun changement, il y aura juste des changements de nom. En mer, par contre, effectivement, ceux qui avaient le brevet d'aviron de mer se retrouvent avec un brevet de niveau 3, en mer, puisqu'en fait, il y avait qu'un brevet en mer avant, qui correspondait presque à un niveau qui correspondait à un brevet d'or. Donc là, aujourd'hui, ces personnes-là, ceux qui avaient un brevet d'aviron de mer se retrouvent avec un niveau technique 3 en mer. Donc après à ajuster, mais bon, ça va être,
on va dire que le serveur licence va faire les équivalences de cette manière-là. Voilà, donc il n'y aura pas de perte en tout cas, et toutes les personnes qui avaient des brevets avant vont se retrouver avec les mêmes équivalences. C'est-à-dire que les anciens brevets ne disparaissent pas. C'est quoi, ne disparaissent pas? Je pense au brevet d'endurance, par exemple. Une personne qui avait validé son brevet 15 km de mémoire, bah, va le garder. Donc il y aura pas de, on ne va pas retirer de brevet aux personnes. Ok. Une autre question en fait de René qui nous demande est-ce que la fédération va rééditer le livret du rameur en fait qu'on avait montré dans la présentation justement sur l'évolution, et est-ce que c'est quelque chose qui est amené à être perduré? Alors le livret publié comme il était, alors j'en ai pas sous la main là, mais c'était quelque chose qui ressemblait à ce format-là, un petit peu là, un petit document. Bah, va pas être réimprimé voilà, il est en gris là sur la présentation. Va pas être réimprimé dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on a édité des guides d'utilisateurs pour chaque environnement de pratique. Donc ça, ces guides, ils sont déjà en ligne en fait sur le site de la fédération depuis aujourd'hui. Et puis on a un guide général qui reprend tous les brevets, mais là qu'on va réserver sans doute aux éducateurs, aux encadrants, parce que il est un peu dense, et je pense que ça sera un outil vraiment pour l'encadrement. Et après pour les rameurs, les pratiquants, on aura des guides un peu plus concis pour chaque environnement de pratique. C'est-à-dire que vous aurez un guide pour le banc fixe, un guide pour l'indoor, un guide pour la rivière, un guide pour la mer et un guide pour l'aviron handicap. Et tout ça, c'est déjà en ligne sur le site de la fédération. Donc vous allez dans l'onglet fédération, les brevets de rameurs, et vous tombez sur tous ces documents qui sont en bas de page pour chaque descriptif de brevet. Voilà. Alors, une petite question de Marc Gauguin qui demande, alors ça rejoint ce qu'on a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, c'est à savoir que est-ce qu'il est prévu qu'on associe en fait un niveau de brevet de rameur à des niveaux de compétition, de manière à avoir en fait une sorte de segmentation, si je comprends bien la question de Marc, de niveau en fait à l'intérieur des compétitions, une accessibilité qui soit déterminée en fonction des brevets, quoi. Alors ouais, ça peut être l'idée, en sachant qu'à chaque fois qu'on met des barrières, ça crée c'est quelque chose de clivant. C'est-à-dire que dès qu'on dit il faut avoir tel niveau pour accéder à telle compétition, on va avoir des personnes qui vont trouver ça comme une excellente idée, et puis d'autres personnes qui vont trouver ça particulièrement injuste. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, pour chaque événement, parce qu'il n'y a pas que les compétitions, il y a les randonnées, et c'est déjà le cas aujourd'hui pour les randonnées, il y aura des niveaux qui seront recommandés. Aujourd'hui, les seules compétitions pour lesquelles on a un brevet obligatoire c'est dans le cadre de l'offre jeune, hein, dans le championnat national jeune et dans certaines épreuves régionales et interrégionales où il faut avoir l'aviron d'or. Donc ça va forcément évoluer pour ce public-là. Et en tout cas, pour cette année, il n'y aura pas de changement. On va finir la saison comme elle a commencé. Peut-être mieux qu'elle a commencé d'ailleurs. Et peut-être pour que l'année prochaine, on aura plutôt des recommandations de niveau pour accéder à tel ou tel type d'événements sportifs. Je dis événements sportifs parce qu'il n'y a pas que la compétition, il y a d'autres choses. Voilà, donc dans un premier temps, recommandations. Par contre, après, effectivement, il y aura des obligations de niveau, mais pour accéder aux formations d'encadrement. Donc les formations initiateurs, éducateurs, entraîneurs, on va demander à ce qu'il y ait un niveau de pratique qui soit un niveau de pratique minimum qui soit passé ou qui soit acquis par le stagiaire avant le début de la formation. Donc voilà, ça va nous permettre en tout cas de filtrer ou de recommander certains niveaux. Ça, c'est sûr. Ok. Avant de reprendre d'autres questions, effectivement, parce que je pense que le propos va répondre justement à certaines questions qui sont posées dans le chat. Concernant les clubs, et de savoir quel est l'avantage de ce nouveau dispositif
pour les clubs. Justement, on a vu un petit peu par rapport aux compétitions, aux formations, que ça devait se préciser un petit peu par rapport justement au club. Christophe, qu'est-ce que les clubs vont pouvoir retirer de ce nouveau dispositif? Alors, je vais récupérer, parce que j'ai vu passer une question aussi là-dessus. Non, je vais la récupérer. Donc, il y avait Fabien Aubanel, je crois, qui disait à condition que le passage des brevets ne soit pas dévoyé et puis ne soit pas juste des cases à cocher. Bon, du coup, je retiens ça et puis je vais essayer de répondre. Donc, l'intérêt pour les clubs, c'est dans un premier temps, c'est la sécurité des pratiquants. C'est-à-dire que les clubs ont une sorte, pas d'obligation, mais doivent faire à un moment donné la distinction entre les pratiquants dits inexpérimentés et les pratiquants expérimentés. C'est-à-dire qu'on a des pratiquants qui peuvent sortir sans dispositif de sécurité, en toute autonomie, et puis d'autres publics qui peuvent être en autonomie sur l'eau. Donc ça, les brevets de rameurs, c'est un moyen de mesurer, en tout cas, de mesurer l'autonomie, hein, de marquer, d'identifier, d'évaluer l'autonomie des pratiquants. Et c'est-à-dire que chaque structure, finalement, chaque comité directeur de club doit être en capacité de dire, ben voilà, pour être autonome dans mon club, il faut avoir tel ou tel niveau. Et les brevets de rameurs permettent ça, c'est-à-dire de définir objectivement un niveau technique, un niveau physique et un niveau de connaissance du milieu dans lequel le club évolue. Donc le premier objectif, le premier intérêt pour une structure, c'est vraiment cette logique de sécurité. Ensuite, il y a la gestion de l'autonomie. Donc la gestion de l'autonomie, bien sûr, c'est un petit peu lié à ce que je viens de dire au départ, mais en fait, l'autonomie, elle est relative. Donc je prends par exemple les clubs d'aviron de mer. Les clubs d'aviron de mer peuvent très bien dire, on est autonome, quoi, cette personne peut naviguer en autonomie avec tel bateau et surtout dans telles conditions de pratique ou dans telle zone de pratique. Et c'est-à-dire qu'on peut déterminer en fonction de la météo, en fonction de la zone de navigation, différents degrés d'autonomie. Donc on peut avoir des personnes dans le club qui peuvent sortir par exemple avec un vent force 3, mais dès qu'on va passer à un vent force 4, 5, ça sera compliqué pour eux de naviguer. Et ça, les brevets de rameurs permettent comment dire, de le critériser, en tout cas de le définir. Et puis, on a toujours la structure, le club comme lieu de formation. Et effectivement, les brevets de rameurs, pour le moment, restent, pour le moment, il n'y a pas de changement prévu, mais reste un des indicateurs des labels. Et effectivement, l'action de formation du club, hein, peut passer par la quantification, la comptabilisation des brevets de rameurs. Et du coup, effectivement, en fin d'année, on peut voir le nombre de personnes qu'on a formées, et les brevets permettent finalement, sont des mini-diplômes, hein. Donc, en fin d'année, on peut très bien, on peut facilement comptabiliser la manière ou les résultats de formation des rameurs au sein d'une structure. Donc, il y a ces 3 objectifs. Alors, je rebondis un petit peu sur la remarque qu'avait fait Fabien Aubanel, sur la manière dont peuvent être utilisés les brevets. Effectivement, si les clubs aujourd'hui ou certains moniteurs de clubs ne font que cocher les brevets, puisqu'on est sur du déclaratif, sans vérifier le niveau effectif des pratiquants, on engage quand même la responsabilité de l'évaluateur. C'est-à-dire que l'idée de demander un niveau de pratique pour accéder à une compétition ou pour accéder à une régate, n'est pas optionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'évaluateur s'engage à avoir vérifié le niveau du pratiquant. En cas d'incident, effectivement, on pourra se demander dans quelles circonstances ont été évaluées les compétences de la personne. Alors, c'est pas du tout une menace, c'est juste pour rappeler aux éducateurs, qui sont souvent les plus concernés par ces évaluations, que il y a des utilisations derrière, il y a des correspondances entre des épreuves, des niveaux physiques et une réalité de terrain. Et voilà, on ne doit pas donner, en fait. Vaut mieux ne pas les utiliser plutôt que dévoyer ces brevets de rameurs. Et dans un deuxième temps, effectivement, si les brevets de rameurs sont utilisés pour mesurer l'autonomie des pratiquants, il faut faire attention pour le président de structure et le comité directeur de la structure de ne pas les donner. Il faut vraiment évaluer l'autonomie des personnes, et
Et du coup, vraiment vérifier les compétences de chaque rameur avant de les laisser naviguer en toute autonomie. Parce que là, en cas d'incident, la question, ça sera vraiment, mais comment vous avez mesuré, dans quelles conditions vous avez mesuré l'autonomie des rameurs et comment vous les avez formés. Donc voilà, l'idée, ce sont des outils, vaut mieux les utiliser ou pas les utiliser du tout. Mais en tout cas, l'idée de faire un entre-deux en ne faisant pas d'évaluation ou pas de formation, bah, je pense que c'est vraiment dévoyer l'outil. Donc là, vaut mieux pas l'utiliser, à mon avis. Donc, effectivement, par rapport à une question en fait posée par le Rowing Club de Strasbourg, c'est plutôt sur le calendrier en fait, parce qu'il y a plusieurs questions qui vont dans le sens là, à savoir est-ce que les nouveaux brevets est-ce qu'ils sont déjà effectifs, comment va se passer le tuilage avec les anciens brevets, sachant qu'il y a une autre personne qui est d'Aviron Mézois qui disait nous on avait prévu déjà de faire passer les brevets dans une quinzaine de jours. Comment on peut faire, quoi. Alors du coup, sur le tuilage, il y a pas de problème particulier. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer en fait, on parle de l'aviron mésois parle de l'aviron d'argent. Donc l'aviron d'argent correspond aujourd'hui au brevet technique, haut intérieur niveau 2. Bon voilà, par le nom, il n'y a pas grand-chose qui change. Le circuit, quoi, le parcours qui permettait de valider l'aviron d'argent, il est inchangé. C'est-à-dire que ce sont les mêmes compétences qui sont attendues avec le nouveau diplôme de brevet de rameur aujourd'hui. Donc là, il y a rien qui change sur la préparation des rameurs. Et il y a un QCM qui, comme l'aviron d'argent, était prévu, et on est sur les mêmes questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas révolutionné la pratique de l'aviron, on a juste changé l'appellation du brevet. Donc en fait, pour le tuilage sur l'aviron, on va dire en eau intérieure, hein, sur plan d'eau intérieure, il n'y a pas de changement, et on va dire qu'on a quasiment ouais, du copier-coller entre les brevets ancienne génération et les brevets nouvelle génération. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste qu'effectivement, lorsque les clubs vont vouloir rentrer sur le serveur licence, bah, les brevets, ils ne vont pas retrouver l'appellation aviron d'argent. Il faudra juste qu'ils rentrent les brevets comme brevet technique niveau 2 au intérieur. Voilà, c'est tout ce qui va changer. Sur la mer, ce sera un petit peu différent, et j'ai vu une remarque effectivement de quelqu'un qui me disait qu'aujourd'hui, les brevets d'aviron de mer avaient été traduits en niveau 1. Donc ça doit être un problème de gestion du serveur licence. On va le corriger. Mais effectivement, en mer, c'est un petit peu différent puisqu'on a des nouveaux brevets, et du coup, il va falloir repartir un petit peu du niveau 1, c'est-à-dire d'un brevet qui n'existait pas en mer, et qui aurait correspondu à l'époque à un brevet bronze. Donc là, effectivement, il y a une autre organisation à mettre en place. Ceci dit, on est sur quelque chose de très logique et il n'y aura pas de difficulté. Dernière question sur la saison. Bah, il n'y a pas d'obligation pour les clubs de faire passer les brevets à tel moment. C'est-à-dire que bah, le moment opportun, c'est le moment que va choisir le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait utiliser les nouveaux brevets. Alors, les anciens brevets n'existent plus, mais ils ont été remplacés. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y aura pas de manque. Mais vous pouvez dès aujourd'hui, dès demain, un entraînement ou sur une session spécifique, commencer à valider les nouveaux brevets. Il y a pas de problème sur ça, en tout cas. C'est opérationnel. Si vous avez envie de passer des brevets pendant l'été, vous pouvez les passer. Si vous voulez les attendre le début de la saison prochaine, vous pouvez le faire également. Donc, il n'y a pas d'obligation de passer des brevets à des moments donnés. Parfait. Une question de Gilles qui est assez spécifique concernant les clubs d'aviron de mer. Donc, Christophe, tu es bien placé pour répondre. Est-ce qu'ils sont habilités à délivrer des brevets de rivière en fait dans la zone des 300 mètres? Bah, en fait, le problème, ouais, la zone des 300 mètres, c'est pas trop le souci, en fait, hein. Mais bon, l'idée, c'est plutôt de correspondre aux embarcations. Donc c'est-à-dire que rien n'empêche aujourd'hui un éducateur fédéral au intérieur, quoi, un éducateur fédéral, puisque l'éducateur mer n'existe pas encore, de valider des brevets rivières sur un support mer et vice-versa. Par contre, ce qu'il faut, c'est que le brevet, par exemple, le niveau 3, l'ancien aviron d'or, ben, reste validé en skiff.
Donc la difficulté, elle va plutôt être là, c'est-à-dire coller à l'épreuve et faire en sorte que le plan d'eau corresponde aux réalités de terrain. C'est-à-dire que faire passer un brevet d'aviron de mer alors qu'il n'y a pas de vague, pas de vent, ça va être compliqué pour un club en eau intérieure. Et faire passer un brevet en skiff dans un club de mer où on a du déferlement et des vagues, bah, il ne faut pas le faire non plus. Donc en fait, il n'y a rien qui l'interdit. Il faut juste que le plan d'eau et le matériel correspondent. Alors, je ne veux pas me faire attaquer par ceux qui pratiquent sur le Léman. Sur le Léman, par exemple, ou sur les grands lacs, on peut très bien faire passer les brevets d'aviron de mer, hein, ce n'est pas un souci. Ce que je voulais dire, c'était surtout en fait, que les brevets rivières soient faits passer sur des bateaux découvertes pour le premier niveau, des bateaux type canoë français ou solo de mer pour le deuxième niveau, et puis le skiff pour le troisième niveau. Donc, il faut respecter ça, quoi. Ok, merci Christophe. Dans ce qui était prévu en fait et qui rejoint en fait bon nombre de questions dont une particulièrement, est-ce que la fédération va imprimer les diplômes et les envoyer au club? Est-ce au club de les imprimer? Ça pose la question en fait du déploiement de tous dispositifs, pardon, au sens large, à savoir comment les clubs vont être informés, où est-ce qu'ils peuvent trouver les ressources, justement, que ce soit les diplômes dont parlait Alexis, mais aussi les grilles de certification. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le déploiement de ce dispositif? Oui, je peux le faire. Merci. C'est cool, hein. Oui, bon, bah, déjà, bonjour Alexis. Alors, plusieurs points. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, Alexis parlait des diplômes. Donc, les diplômes, on garde toujours la formule que le club ou le licencié via son compte licence peut récupérer, donc le club via l'intranet, pardon, et le licencié via son compte perso pratiquant, adhérent, pardon, peut imprimer ses diplômes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est attribué, le diplôme et l'attestation de diplôme est disponible en PDF et donc elle est imprimable. Donc c'est plutôt le pratiquant et le club qui vont se charger de l'impression. Hein, il n'y a pas d'envoi qui partiront. Pourquoi il n'y a pas d'envoi physique qui partiront de la fédération. Donc c'est-à-dire que ça sera comme avant. Hein, on imprime à partir du serveur licence. Ensuite, pour les outils, tout ce qui est grille de passage, descriptif des parcours et des épreuves, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est disponible sur le site internet de la fédération dans la partie consacrée au brevet de rameur. Donc là, tous les documents sont en bas de page et vous pouvez les récupérer assez facilement. Et du coup, le dernier point, ça va être un envoi qui va être fait au club dans le courant de la semaine prochaine. Donc, on est en train de tout préparer. Lundi ou mardi, on va faire partir de la fédération un pack de communication, en fait, des affiches qui vont présenter ces différents brevets de rameurs. Donc, chaque club va être doté de 6 affiches différentes. Donc, 5 affiches qui décrivent les différents environnements de pratique et puis la pratique aussi handi. Et puis, une affiche plus générale qui présentera l'ensemble des brevets, on va dire plutôt une affiche de com. Donc ça part la semaine prochaine et ça va arriver dans tous les clubs. J'espère que tous les clubs seront dotés fin de semaine prochaine. Donc il y a l'affichage et puis on aura des documents support aussi à l'attention des évaluateurs, on va dire des cadres, hein, des moniteurs. Et ces documents-là seront en accès restreint sur l'intranet club. Donc ça va être par exemple les questionnaires, hein, certains QCM qui seront en accès limité sur l'intranet fédéral. Voilà. Donc normalement tous les outils sont en ligne. Et puis il y a le pack d'affiches, hein, le pack de communication qui va partir par courrier dans tous les clubs. D'accord. Et tu évoquais est-ce qu'il y a un mailing de prévu?
Ouais, il y a effectivement, merci de me le rappeler, il y a un mailing, spécifique qui va partir à destination, alors des comités départementaux et des ligues, juste, en doublon de ce qui va être envoyé au club et puis on va envoyer aussi, de manière plus spécifique aux personnes qui ont un diplôme d'encadrement, fédéral ou professionnel, donc initiateur, éducateur, après du coup, ou un diplôme pro, hein, CQP, BE, BP, DE et cetera et cetera. On va leur envoyer les différents guides pour valider les brevets euh, avec les liens vers les différents outils. Donc il y aura aussi ce mailing qui va être fait. Alors, je prends les questions un peu à la volée. Question de Luc Feignet. Qu'en est-il des brevets en rapport avec les labels? Alors pour moi, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux brevets effectivement qui vont sans doute compter dans les labels, hein. Jusqu'à présent, on comptait que les avirons d'argent et les avirons d'or dans les labels. Donc ça va être conservé. Donc ça veut dire qu'on va conserver les niveaux 2. On va conserver la comptabilisation des niveaux 2 et niveau 3 dans les brevets. L'idée, c'est maintenant de le faire pour les clubs d'aviron de mer, pour les clubs de rivière, pour les clubs indoor. Donc, c'est plutôt la généralisation du principe sur laquelle on va travailler. Mais pour cette année, en tout cas, il y aura pas de changement. Et ça sera que pour l'année prochaine, effectivement, que par exemple, le brevet technique niveau 2 en mer sera comptabilisé comme un brevet dans les labels, hein, comme un critère dans les labels, quoi, par exemple. Très bien, très bien. Alors, j'essaie de retrouver, parce qu'il y avait voilà, une question, une autre question d'Olivier. Est-ce qu'il y aura un brevet minimum pour passer le diplôme d'initiateur? C'est le lien, effectivement, entre les brevets de rameur et toute la formation. Là, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais justement, quel sera le lien ou quel est le lien entre ces deux dispositifs? Oui, du coup, ouais, il y aura un lien. Il y aura surtout il y aura un prérequis. Donc, il y a un prérequis qui va être demandé. Donc, pour la mer, donc on a un initiateur mer, un initiateur rivière, un initiateur indoor qui sont d'ores et déjà opérationnels. Et effectivement, pour chacune de ces formations, on va avoir des niveaux qui seront demandés en termes de pratique. Tout simplement parce que les formations initiateurs, elles ont aussi évolué. C'est-à-dire que l'initiateur mer, aujourd'hui, il faut être en capacité de réaliser certains ateliers en pratique, en fait. Il faut être en capacité de ramer, notamment pour le chavirage, le remorquage, l'arrivée et le départ de plage, qui sont des ateliers spécifiques à l'initiateur mer. Et du coup, faut être capable d'avoir une certaine pratique. Et du coup, par exemple, pour l'initiateur mer, on va demander le niveau 2, hein, le niveau technique niveau 2 en mer. Pour la rivière, la formation initiateur, elle évolue aussi avec la gestion d'ateliers. Donc, il va falloir être capable de monter, de ramer dans une yolette, hein, d'être capable d'encadrer un groupe à partir d'un bateau à propulsion humaine, c'est-à-dire un bateau à rame, un vrai bateau d'aviron. Donc, du coup, il y a aussi une logique à demander l'ancien aviron d'argent sur ce niveau-là. Et l'aviron indoor, alors c'est un petit peu différent puisque on demande qu'un niveau 1 et le niveau du brevet le brevet peut être passé en cours de formation. Donc, c'est pas un prérequis, mais ça sera un élément supplémentaire pour valider son initiateur, en fait. Donc sur le banc fixe, hein, l'initiateur banc fixe sortira qu'à partir du mois de septembre 2021. Donc pour le moment, tout n'est pas calé sur ce niveau de formation. Mais oui, du coup, pour répondre simplement à la question, oui, il y aura des niveaux de pratique exigés. Alors, on parlait, tu parlais du banc fixe, justement, une question d'Olivier Baccaer qui nous dit, est-ce que les brevets de barreur dont on n'a pas encore parlé, est-ce que ce sera uniquement en banc fixe? Et ça rejoint d'autres questions justement par rapport à ce nouveau brevet qui fait son apparition en fait dans le paysage. Alors, les brevets de barreur, non, il y en a 3, hein. C'est dès qu'il y a un barreur dans un bateau, on peut faire un brevet de barreur. Donc, il y a le barreur dans certaines embarcations en banc fixe est super important parce que ça peut même être un rameur de temps en temps.
je pense aux 3 avirons martiniquais, par exemple. Donc, il y a un brevet de barreur pour le banc fixe. Il y a un brevet de barreur, bien sûr, pour l'eau intérieure. Et puis, un brevet de barreur pour la mer. Donc, il y a 3 brevets de barreur sur des environnements différents. Très bien, très bien. Une petite question. Alors là, c'est de Bruno, une remarque plutôt. Je vois le nouveau brevet sur le site grand public. En revanche, la mise à jour sur la partie intranet est-elle prévue rapidement? Bah, elle est déjà faite, hein, c'est-à-dire que sur la. Alors après, peut-être que je me plante, peut-être qu'on ne parle pas de la même mise à jour, mais en tout cas, tous les nouveaux brevets de rameurs sont validables actuellement sur l'intranet, hein, sur le serveur licence. D'ailleurs, les anciens n'apparaissent plus, hein, les anciens brevets n'apparaissent plus, donc c'est la dénomination des nouveaux brevets qui apparaissent. Et peut-être qu'après, il y a certains documents qui ne sont pas encore à jour, je pense notamment au QCM, mais bon, courant de semaine prochaine, tout sera finalisé, mais les nouveaux brevets peuvent être enregistrés tout de suite là sur le serveur licence. Ça, c'est sûr. D'accord. Je me les suis tous attribués déjà, donc je le sais. Une remarque de Fabien Aubanel qui concerne les brevets justement en autonomie et handicap et qui demande en fait, relève le fait que entre la capacité d'un rameur à pouvoir sortir en autonomie et justement le fait qu'il puisse passer ce brevet, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence en fait par rapport à ça? Alors, il y a sur les brevets handi, il y a deux niveaux. Il y a un brevet d'autonomie effectivement pour vérifier que la personne a un niveau de connaissance et un niveau minimum de capacité quant à l'utilisation du matériel et au niveau technique. Mais ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'il est autonome. L'autonomie de pratique sur un club, elle dépend vraiment de la vision qu'a chaque club de l'autonomie. On a des clubs qui sont sur des plans d'eau hyper dangereux, où il y a plus de danger que sur d'autres. Et puis, on a des clubs qui sont sur des plans d'eau où il ne peut pas se passer grand-chose, sauf l'atterrissage de cygnes, peut-être, dont il faut se méfier quand même, mais voilà, il y a peu de danger. Donc, chaque plan d'eau, chaque club doit définir quel est le niveau pour être autonome chez moi. Et ça dépend toujours du matériel, ça dépend de la météo, et puis ça dépend du milieu sur lequel on navigue. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un port, est-ce qu'il y a beaucoup de navigation, est-ce qu'il y a des chenaux, est-ce qu'il y a des zones militaires? Et tout ça, c'est chaque club en fait qui doit déterminer. Voilà, pour être autonome chez moi, il faut avoir le niveau 3, je ne sais pas moi, eau intérieure, il faut avoir un brevet de barreur, il faut avoir un brevet d'endurance minimum 10 km en solo et 20 km en équipage. Et voilà, c'est à partir du moment où ces personnes cumulent un certain nombre de brevets qu'on peut leur délivrer l'autonomie de pratique. Après, l'autonomie de pratique, elle n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'il y a des clubs, et moi je fais partie d'un club où c'est comme ça, il n'y a pas de pratique en autonomie autorisée. C'est le club qui va choisir ce qui est autorisé ou pas, quel que soit le niveau de la personne, hein. D'ailleurs, moi, je peux me considérer comme rameur en capacité de ramer en autonomie, mais si je viens sur une structure qui me l'interdit, j'ai rien à dire. C'est-à-dire, c'est toujours le club qui a le dernier mot au final. Et il y a des clubs qui autorisent la pratique en autonomie, il y a des clubs qui ne l'autorisent pas. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'aider les clubs qui l'autorisent à faire des choix et à être capable de dire, voilà, avec tel type de météo, ce niveau de pratiquant peut sortir sur l'eau. Ou avec tel type de bateau, tel type de météo, le public adulte loisir de l'année dernière, il peut aller sur l'eau, par exemple. L'idée, c'est vraiment de proposer des outils qui permettent après de distinguer des groupes de rameurs par rapport à un milieu donné, par rapport à une météo donnée, par rapport à un matériel utilisé. Et c'est toujours ça, c'est toujours ça. L'autonomie, ça nécessite de faire des choix. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas être autonome tout le temps. Moi, dès qu'il y a un vent de force 7, je ne suis pas autonome.
Je prends une question de Bernard Martin qui rejoint en fait la question de Marc Boga tout à l'heure, hein, concernant l'accès en fait aux compétitions. Et là, est-ce que la question de Bernard, c'est de savoir en fait si une inscription à un championnat peut être limitée si on ne détient pas tel ou tel niveau requis en termes de brevet de rameur. Ouais, non, dans l'absolu, c'est possible, hein, c'est matériellement possible. On a les outils pour le faire, mais c'est pas une volonté. Aujourd'hui, il y a pas de décision prise pour aller dans ce sens-là. Et c'est ce que je disais, on va plutôt être sur des recommandations de niveau, c'est-à-dire qu'on recommande pour accéder à cette épreuve d'avoir telle ou telle formation, mais après, il n'y aura pas d'obligation. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans le futur, mais pour le moment, c'est pas prévu. Voilà. Et par rapport cette question-là, il y avait notamment l'équivalence, une question portant sur l'équivalence avec le brevet d'or option compétition. Quel pendant il trouve dans le nouveau dispositif? Bah, il garde à peu près la même fonction et quasiment la même dénomination, à part qu'il devient brevet haut intérieur compétition ou brevet compétition haut intérieur, je ne sais plus dans quel sens. Mais voilà, il reste tel quel et les modalités d'évaluation sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un parcours autour d'un départ, autour d'un petit champ de course, une partie course avec une évaluation technique et un QCM autour de la réglementation sportive au intérieur. Donc voilà, on le garde quasiment dans son jus, il n'y a que le nom qui change. Parfait. Une question encore une fois portant sur ces nouveaux brevets, hein. Je parle de l'indoor là, avec la question de nouveau de l'aviron mésois qui nous demande concernant les brevets d'endurance indoor, est-ce qu'il y aura un prérequis? Alors, non, il n'y a pas de quoi, si, hein. Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire qu'on recommande effectivement avant de s'envoyer sur le marathon, en individuel, d'avoir fait, peut-être le 10 kilomètres ou le semi-marathon avant en individuel. Mais en fait, on ne l'interdira pas. Donc, quelqu'un qui a vraiment envie d'aller sur un brevet d'endurance indoor et qui se dit: «Bah, aujourd'hui, je fais le marathon», il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire qu'il peut très bien faire le marathon sans avoir validé auparavant le 10 kilomètres ou le semi-marathon. Et puis, il faut bien comprendre que les brevets d'endurance, ils existent dans tous les environnements. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir fait le marathon en solo de mer, en skiff, en indoor et en banc fixe. Donc vous aurez 4 brevets marathon. Voilà. Donc il y a pas de limite. D'accord. Alors, on a bon nombre de questions. Je reprends une là de Jean-François Malval qui concerne en fait l'évolution des brevets. Est-ce que les clubs peuvent adapter le contenu des brevets? Ah, bon, bah, déjà, bonjour à Jean-François et puis je pense qu'on va parler plutôt d'aviron de mer. Bah, en fait, adapter le contenu des brevets, moi, je pense que c'est intéressant. Par exemple, le le questionnaire dans le brevet, dans les brevets l'ancien brevet d'aviron d'argent, donc le brevet niveau 2, que ce soit en mer ou en rivière, il y a un questionnaire. Ce questionnaire, on n'est pas obligé, par exemple, d'utiliser celui que la fédération propose. Et je pense que c'est intéressant dans le questionnaire de mettre des cas concrets sur où est-ce qu'on a le droit de naviguer? Est-ce qu'il y a des zones dangereuses, par exemple, dans la baie de Saint-Malo? On peut peut-être demander quelque chose sur un calcul de marée ou demander ce genre de ou demander la question de type à Saint-Malo, c'est voilà, si j'ai 2,50 m d'eau, est-ce que je peux sortir du port, par exemple. Donc on peut très bien adapter par rapport au questionnaire. Ensuite, l'autre voie d'adaptation, c'est aussi là, on a laissé aussi la liberté aux évaluateurs d'évaluer soit, sous la forme d'une session autour d'un parcours un peu, standardisé, soit en cours de séance et un petit peu au long cours. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas non plus, que des personnes soient validées, au cours de plusieurs séances. Et c'est-à-dire que l'idée, c'est que, l'évaluateur atteste que le rameur a bien tel ou tel niveau.
Donc en fait, on peut très bien sortir du côté standard, qui était imposé un petit peu par les parcours, types qu'on proposait avant. Donc ça, c'est une autre façon d'adapter. Et ensuite, dans les brevets de navigation, qui sont proposés, notamment pour l'aviron de mer, bah, il y a largement de quoi adapter les parcours parce que, bah, les points d'évaluation sont tellement larges, comment dire? Pas larges, mais, peuvent être compris de manière assez large pour laisser de la liberté aux moniteurs de club, en tout cas de l'évaluer. Moi, je pense que le plus important, c'est de comprendre l'esprit du niveau et de valider la personne en conséquent. Même si on ne fait pas tout comme c'est écrit, l'idée, c'est de se dire: «Bah, tiens, une personne qui a un brevet de navigation 5 Beaufort, c'est quand même une personne qui est en capacité de naviguer dans une mer, formée, avec des creux, supérieurs à 1 mètre, 1,50 m, avec un vent supérieur à 40 km/h». Voilà, il faut être dans cette logique-là. Je pense. Donc oui, les clubs peuvent adapter, bien sûr. Alors, pas mal de questions effectivement sur les nouveaux brevets, hein, que ce soit concernant les nouveaux environnements, que ce soit la mer ou encore là une question de, de Guillaume qui nous demande en fait qu'est-ce qui sera demandé pour l'obtention des brevets de barreur. Ouf, alors je vois aussi une autre remarque, qui dit que le niveau est élevé. Ouais, bon, sur ces brevets, pourquoi pas? Donc en fait, ce qui va être, le niveau des brevets de barreur, ça va être d'être en capacité de faire manipuler et de faire naviguer une embarcation. Alors, on est dans une logique de maîtrise des consignes, et comment dire? De l'inertie ou de la navigation de l'embarcation. Donc par exemple, de mémoire, hein, on a la capacité pour un barreur de faire un slalom, de faire un demi-tour sur place, de faire un demi-tour à son équipage sur place entre 2 repères, donc dans une zone étroite par exemple, donner les consignes de manipulation du bateau au sol, de réussir l'appontage et le départ du ponton. Donc on va avoir une logique de maîtrise de l'embarcation et de l'équipage, hein, parce que bon voilà, le poste de barreur, c'est quand même un poste où il faut savoir passer des consignes. Et puis, il y a quelques points de réglementation, notamment sur la navigation. Alors, après, ça sera bien sûr spécifique à l'eau intérieure, au banc fixe ou à la mer. Bon, après, le banc fixe, ça dépend s'il se pratique en mer ou en rivière, c'est vrai. Mais on aura des petits points de réglementation sur bah, la connaissance du matériel de sécurité, par exemple, minimum à embarquer dans un bateau pour une navigation basique, côtière. Donc ça fait partie des connaissances que le barreur doit avoir. Donc il y aura toujours un volet compétences, gestion d'une embarcation et puis un petit volet connaissances qui sera validé par un QCM. Voilà. Parfait. On a débordé un petit peu de l'heure et je crois qu'on a répondu à peu près aux grandes questions qui se posaient. Peut-être préciser, avant de clôturer ce webinaire, les différents moyens de retrouver ces informations, en fait, Christophe. Alors les infos, bah, du coup, elles sont en grande partie sur le pourquoi je dis en grande partie? Elles sont en totalité sur le site internet de la fédération. Sur la partie, dédiée au brevet de rameur, donc de mémoire, c'est, espace fédéral, que je dise pas n'importe quoi. Oui, c'est espace fédéral et vous avez dans les programmes fédéraux les brevets de rameur. Et du coup, si vous accédez sur ce menu-là, vous avez accès après à tous les brevets de barreur, de rameur, existants, nouvelle version. Je pense que le plus simple dans un premier temps, c'est de trouver le guide qui convient à votre espace de pratique ou à votre environnement de pratique en fonction, des caractéristiques de votre club. On a un guide qui reprend la totalité, mais je pense que c'est plus simple d'aller chercher juste la partie qui vous intéresse. Et puis après, au fur et à mesure de vos besoins, de récupérer les grilles de passage. Je pense que les grilles de passage, c'est bien aussi de les communiquer aux pratiquants pour voir un petit peu, à quel,
à quel bois ils vont être mangés ou à quelle sauce ils vont être mangés plutôt. Et puis, il y aura les affiches qui rappelleront tout ça, hein. Sur toutes les affiches, vous aurez les liens pour accéder au contenu. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, je pense, c'est qui fait passer les brevets? Donc on garde la logique de l'éducateur fédéral pour faire passer les brevets, sauf qu'on rajoute, on rajoute le niveau initiateur pour les brevets de premier niveau. On est parti du principe que l'initiateur, c'était vraiment celui qui accompagnait le pratiquant sur la découverte, l'initiation, et du coup que le premier niveau de brevet était vraiment, la fin de la période de découverte. Donc du coup, il y a plus de raison que l'initiateur n'ait pas le droit de faire passer des brevets, de premier niveau. Donc ça, c'est, un petit changement aussi. Et l'éducateur reste la pièce maîtresse. Alors il faut savoir que, vu qu'on a partagé les brevets dans différents secteurs d'activité, hein, la mer, l'indoor, tout ça, par exemple, un éducateur rivière n'aura pas forcément les compétences pour faire passer un brevet indoor ou un brevet mer. Donc, il y aura des compétences de formation à aller chercher un petit peu en plus pour faire passer tous les brevets de rameurs dans une structure. Voilà, donc je pense que ça va encore peut-être susciter des réactions, mais, on va s'adapter petit à petit, il y a pas de problème. Et donc, par rapport à peut-être une dernière question, le processus de validation en fait de ces différents brevets de rameur passe de la même manière en fait. On l'a un petit peu évoqué en début de webinaire, mais passe par la même procédure en fait que les précédents brevets de rameur, à savoir par l'intranet. C'est bien ça, Christophe? Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, les responsables de club, les responsables sportifs enregistrent, pour chaque licencié, via le serveur licence, donc l'intranet, le niveau sportif, qui a été validé par le rameur. Voilà, donc ça change pas. Parfait. Merci beaucoup en tout cas de votre écoute, de toutes vos réactions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions et il y a eu pas mal de réactions aussi positives sur le fait de ce dispositif, alors que ce soit l'ancien dispositif ou l'évolution justement qui permet encore une fois de vraiment de jalonner la progression de tous les rameurs. Et merci beaucoup, Christophe, pour la précision chirurgicale de tes réponses. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire dans les semaines à venir. Merci à toi Didier, merci à tout le monde. Et puis il y a plein de propositions là j'ai vu des propositions de correction d'orthographe et tout, on est toujours preneur, hein, il y a pas de problème, on le prendra pas mal, au contraire. Impeccable. Allez, bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.